Il est 23 h, bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. On regarde le titre de ce journal. Lancement à Agboville de la gratuité de la planification familiale en Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la contraception. Le ministre de la Santé a invité les mères et les jeunes filles à utiliser les services de planning familial, une urgence nationale en considération du contexte économique, social et sanitaire actuel du pays. Malgré la sensibilisation, la pratique de l'excision se poursuit et gagne du terrain dans nos sociétés traditionnelles. En Côte d'Ivoire, la pratique est condamnable et passible d'une peine d'emprisonnement, mais le phénomène ne faiblit pas. Au moins 38% de femmes ont connu une ablation du clitoris dans notre pays. Et puis les élections législatives en Allemagne, une première étape pour choisir un successeur à Angela Merkel qui rend le tablier après 16 années de pouvoir. Les premiers résultats sont particulièrement serrés. Les estimations donnaient il y a quelques heures les sociaux-démocrates du SPD en tête avec 26% devant la CDU-CSU, le parti d'Angela Merkel. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le ministre gouverneur du district de la Comoé était au contact des populations. Pascal Kwaku Abina était samedi à Adiaké, puis à Grand Bassam, une tournée au cours de laquelle il a rencontré toutes les composantes sociales, les élus, les cadres et les autorités administratives. Pascal Kwaku Abina les a tous invités à s'impliquer dans les actions de développement du district autonome de la Comoé. On en parle avec Eugène Atoubé. Des abords rocailleux du fleuve Comoé dans l'indénieux Guablin aux berges sablonneuses de la lagune Abi, région du sud de Comoé, Pascal Kwaku Abina a vite franchi le pas. À la salle de réunion de la mairie d'Adiaké, l'accueil est fraternel et festif. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé rencontre les populations, les autorités administratives, la chefferie, les élus, les cadres et les associations de femmes et de jeunesse de ce département. Une rencontre empreinte de chaleur et un premier contact rassurant. Le ministre-gouverneur a expliqué le contenu de sa mission qui porte sur le développement et le progrès, puis en a donné sa vision. Vision pour laquelle il sollicite la participation totale et entière, autant que l'engagement de tous, populations, cadres, chefferies et élus locaux. Adiaké, c'est beaucoup de choses à apporter, c'est beaucoup de choses aussi à recevoir des autres. Et nous travaillons à ce que dans le rendez-vous donné recevoir dans le district, qu'Adiaké ait quelque chose à proposer et nous avons des atouts que nous allons monnayer pour y arriver. Il faut remercier le président de la République qui, dans sa grande vision de développement pour la Côte d'Ivoire, a mis en place cet instrument de développement. Nous, c'est notre devoir vraiment de sensibiliser nos populations afin qu'elles adhèrent à cet instrument. Au pas de course, le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé arrive à Grand Bassam, autre département composant avec Adiaké, Tiapoum et Abosso, la région du sud Comoé. C'est le même mode d'échange qui est répété dans la ville historique au centre culturel Jean-Baptiste Moquet. Pascal Kwaku Abina présente le district autonome comme un outil de développement qui se fixe pour objectif principal la transformation de l'aire géographique qu'il couvre en pôle de développement au regard de ses attributions, lesquelles s'opèrent dans les domaines de la décentralisation et de la déconcentration. Il y a beaucoup de questions que les populations se posent, mais il faut que les populations comprennent que chacun a sa place et chacun jouera sa partition pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour le développement des collectivités, pour le développement des régions, pour le développement des districts. C'est un prolongement du gouvernement. Nous venons en appui aux projets qui sont déjà initiés ou à être initiés pour la région et qui est mise à la disposition des populations. Abosso et Tiapoum sont inscrits à l'agenda de la tournée de prise de contact du ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé. Ce nouvel outil de développement couvre les régions du Moronou, de l'Indénieux Guablin et du sud Comoé. Qui parle de développement parle aussi d'infrastructure. Le directeur général du BNET, le Bureau national d'études techniques, s'est rendu à Yamoussoukro. Kinapara Koulibaly et son équipe sont allés faire le point des travaux de construction de l'un des stades qui accueillera la CAN 2023. Une mission d'évaluation qui concerne aussi les travaux de l'autoroute du Nord. Après sa mission d'inspection qui intervient après celle de la CAF, il a tenu à apporter des précisions. On regarde le compte-rendu de Kader Sogodogo. Stade de Yamoussoukro,
une architecture imposante. Pour ceux qui connaissent bien cet endroit, du chemin a été parcouru. Le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, et ses collaborateurs, eux, viennent régulièrement faire le point de l'état d'avancement des travaux. Les travaux donc, de construction du stade de Yamoussoukro, donc un stade qui va accueillir donc, la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Donc, les travaux sont en cours. Le gros des travaux est terminé. Nous avons aujourd'hui un taux d'avancement qui se situe à peu près à 95%. La semaine dernière, une mission de la Confédération africaine de football, CAF, avait relevé des insuffisances au niveau des travaux. Des remarques que le BNET avait déjà soumises à l'entreprise en charge des travaux. Les recommandations qui ont été faites par la CAF sont en droite ligne avec les réserves qui avaient déjà été émises par le BNET et sur lesquelles l'entreprise travaille. Donc, aujourd'hui, nous avons un taux de levée de réserve qui se situe à peu près à 50%. Et avec l'entreprise, nous venons de revoir un planning de levée de ces réserves qui nous emmène jusqu'à la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre de l'année 2021. C'est clair. Le stade de Yamoussoukro sera réceptionné tout en respectant le cahier de charges. Après le stade de Yamoussoukro, cap sur l'autoroute du Nord, précisément la partie Yamoussoukro-Tébissou. Tout semble aller dans le bon sens. Cette première section qui est en travaux va de Yamoussoukro à Tébissou. Il s'agit d'une section qui est sur 37 km. Nous sommes très bien avancés. Nous pensons que les travaux seront livrés dans les prochaines semaines. Même si on dépasse la fin du mois de septembre, ce sera au courant du mois d'octobre au plus tard. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la qualité des travaux. Tout porte donc à croire que l'autoroute Yamoussoukro-Tébissou sera ouverte à la circulation dans le dernier trimestre de cette année. Autre chose à présent, en 20 ans, le programme Master Banque et Finances du CESAG, le Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar au Sénégal, a formé 750 diplômés de 18 pays africains, dont 254 cadres ivoiriens. Un programme de formation qui a célébré ses 20 ans jeudi dernier. C'était en présence du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, une initiative de l'Association des diplômés du Master en Banque et Finances du CESAG. Plus de détails avec Dangui Dangui. Grâce à leurs outils de plus en plus sophistiqués, la finance et les banques jouent un rôle clé dans la compétitivité et la richesse des pays en gérant les risques et l'allocation de l'épargne, soulignent de nombreux experts. En Afrique, ces établissements financiers puisent la plupart de leurs ressources humaines réputées de bonne qualité du programme MBF, Master Bank et Finances du CESAG, Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar au Sénégal. Le Master en banque est très coté, donc nos CV vont naturellement, même avant la fin de notre formation, nous avons des opportunités un peu partout. La présence du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État à ce 20e anniversaire du programme Master Bank et Finances n'a pas seulement donné un cachet spécial à l'événement. Elle témoigne de la nécessité d'une ressource humaine de bonne qualité pour conduire le développement des pays africains. L'élément clé au-delà du capital, financier, c'est le capital humain. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont capables d'analyser les besoins et puis de mettre l'argent à disposition. Et c'est pour cela que nous pensons que la formation des jeunes collaborateurs, la formation non seulement initiale, mais la formation continue est extrêmement importante, justement pour permettre de jouer ce rôle-là. Nous avons besoin d'avoir des gens de qualité, portés par des valeurs fortes, pour faire en sorte donc que nous puissions travailler à faire reculer la pauvreté dans nos hameaux, dans nos différents villages. En 20 ans, le programme Master Bank et Finances du CESAC, Centre africain d'études supérieures en gestion, a formé 750 diplômés de 18 pays africains, dont 254 cadres ivoiriens.
Je vous le disais en titre, pour les couches les plus vulnérables et les jeunes, le ministre de la Santé a annoncé ce dimanche la gratuité ciblée des méthodes contraceptives. Une déclaration faite à Agboville par Pierre Dimba au cours de la célébration de la 6e édition de la Journée mondiale de la contraception. En effet, selon les chiffres de l'OMS, 76% de femmes utilisent les méthodes contraceptives à travers le monde entier. Le compte-rendu de Sephora Zegui. À Agboville, ce dimanche 26 septembre, jour de sensibilisation sur les méthodes de contraception. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le taux de prévalence est de 23,9% en Côte d'Ivoire en 2021. Malgré les progrès réalisés en la matière, les chiffres sont alarmants. Nous avons toujours 614 femmes qui meurent du fait de l'accouchement pour 100 000 naissances vivantes. Une infection sur 5 du VIH concerne un jeune de 15 à 24 ans et je peux citer beaucoup d'autres statistiques. La contraception est célébrée ce jour pour apporter une réponse à la mortalité maternelle, aux grossesses précoces et aux maladies sexuellement transmissibles, entre autres. Pour un meilleur repositionnement des méthodes contraceptives dans le pays, l'UNFPA fait des recommandations. J'aimerais vous inviter à focaliser nos investissements dans 3 domaines clés pour l'UNFPA, à savoir l'appui à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement des produits contraceptifs, la vulgarisation de l'application e-santé que nous avons lancée tout dernièrement avec le ministère. Pour notre bien-être, j'accompagne ma partenaire pour le choix de notre méthode contraceptive. C'est sur ces thèmes que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle entretient les participants. Message reçu par les populations. Le message du ministre ce matin m'a très plu. C'est moi-même, je suis arrêtée devant vous. J'ai 8 enfants. Est-ce que quand vous me regardez là, je suis vilaine? J'ai fait 8 enfants parce que j'ai laissé espace entre mes enfants. Demba Ngou Pierre, le ministre de la Santé, annonce la gratuité ciblée des méthodes contraceptives. C'est un plaidoyer que nous avons fait. L'ensemble des acteurs, y compris les partenaires et le chef de l'État, a voulu rendre gratuit les produits contraceptifs en Côte d'Ivoire pour accélérer l'adoption de la contraception comme moyen de planification familiale, mais surtout d'accélération du développement de notre pays. Nous allons prendre en compte les populations les plus vulnérables qui ne sont pas accessibles aux produits contraceptifs. Mais notre objectif, c'est d'étendre. Voilà pourquoi nous lançons un appel et nous faisons un plaidoyer. D'abord en direction des jeunes, nous allons très rapidement donc, voir les conditions pour que cette mesure s'applique, mais également s'étendre progressivement à toutes les couches sociales. Chaque année, le 26 septembre marque la Journée mondiale de la contraception. Une occasion pour le gouvernement de faire le bilan des actions entreprises et faire de la sensibilisation. Cette année, 1 580 000 femmes utilisent la contraception. Cela a permis d'éviter 560 000 grossesses à risque, 200 000 avortements et 2400 décès. Du matériel médical pour le centre de santé de Tafiré, c'est le don d'une ONG en collaboration avec les cadres de la localité. Il vient relever le niveau du plateau technique du centre de santé de la localité pour le plus grand bonheur des populations. Kader Sogodogo. Des chariots, des matelas, des lits d'hospitalisation. En somme, du matériel médical pour le centre de santé urbain de Tafiré. Nous sommes dans la région du Hambol, dont de la Fondation ATEF au maïs en collaboration avec le directeur général des impôts, fils de la région. Il s'agit de répondre à une doléance de ces populations afin d'améliorer leurs conditions sanitaires. Je venais répondre à une demande des populations, de mes parents, mais je viens également satisfaire un devoir. La santé n'est pas l'affaire d'une seule personne. La santé est l'affaire de tous. Et c'est pour cela que, en complément aux actions de l'État, il faut que les cadres interviennent. C'est monsieur le DG des impôts qui nous a approchés, qui nous a présenté le projet qui cadre effectivement avec les objectifs de la Fondation ATEF au maïs. Et donc c'est un plaisir pour nous parce que la Fondation ATEF au maïs accompagne toutes les actions de l'État de Côte d'Ivoire
dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la culture et de l'environnement. Grande satisfaction pour les autorités administratives et politiques de la localité. C'est une très bonne action qui a été posée, que nous saluons à sa juste valeur. Je pense que le président de la République a demandé à chacun des cadres d'être un peu plus proche de ces populations. Et cette action, c'est que toutes les autres actions des cadres de Tafiré rentrent en tout cas dans ce cadre-là de la proximité, de l'entraide et de la solidarité. Un don estimé à 30 millions de francs CFA qui rentre dans le cadre de l'entraide des cadres envers la population. Et on se penche maintenant sur le point de la situation de la Covid-19 au 26 septembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 26 septembre 2021 101 nouveaux cas de Covid-19 sur 3064 échantillons prélevés, soit 3,3% de cas positifs, 197 guéris et 7 décès. À la date du 26 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 59 879 cas confirmés, dont 57 479 personnes guéries, 600 décès et 1800 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 419. Le 25 septembre, 8028 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 968 171 doses du 1er mars au 25 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Santé, toujours des kits pour renforcer leur capacité de lutte contre la Covid-19 ont été offerts au centre de santé de Binao et de l'hôtel de Sikensi. L'initiative porte la marque d'une ONG qui bénéficie du soutien du député de Ndoussi Boulouville. C'est un commentaire d'Abou Sanogo. Des produits désinfectants et plusieurs kits de prévention contre la Covid-19 offerts au centre de santé urbain de Binao dans la sous-préfecture de Boulouville pour renforcer ses capacités de lutte contre le coronavirus. Un geste de l'ONG prend ma main dans la tienne à la demande du député de Ndoussi Boulouville, Charles Niaouré. Véritable soulagement pour les populations. Grâce à la vigilance de l'honorable, il a pu mobiliser une ONG vers nous. Vraiment, nous en sommes très fiers. Après Binao, cap sur Sikensi. Ici, c'est un corps médical heureux de réceptionner cet important lot de produits contre la Covid-19. Ça me fait chaud au cœur lorsque on reçoit des présents comme ça de l'ONG. Venons nous soutenir dans notre tâche quotidienne qu'on a. Ce n'est pas facile, surtout compte tenu du contexte actuel que nous vivons. Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir ces colis-là. Charles Niaouré s'est réjoui de la contribution de l'ONG Prends ma main dans la tienne, qui, à n'en point douter, va booster la lutte contre la pandémie dans la sous-préfecture de Ndoussi-Boulouville. La Covid-19 est une réalité. C'est pour cela que nous voudrons inviter chacun de nous à donc pratiquer les gestes barrières pour commencer, à aller se faire vacciner ensuite pour se protéger contre la Covid-19. Outre la remise de kits de protection contre la Covid-19, les volontaires de l'ONG Prends ma main dans la tienne se vertuent à la propriété des centres de santé visités. Et on en vient maintenant au dossier de la rédaction de RTI 1. Chaque jour, en Côte d'Ivoire, des jeunes filles sont exposées à l'ablation rituelle du clitoris. Un peu plus de 38% de femmes en sont victimes. La pratique, qui est régulière et placée sous le sceau de la tradition, gagne du terrain malgré les campagnes de sensibilisation. Et malgré les mesures d'intimidation, elle se poursuit dans certaines régions de notre pays. C'est un constat d'Éric Goré. Ici, c'est le village de Bafimé, à quelques kilomètres de Korogo. Dans ce petit village, l'excision a fait plusieurs victimes car la pratique a été courante pendant longtemps. Ici à Bafimé, nous faisions l'excision des filles. On pensait que si tu n'excises pas la fille, elle ne va pas faire d'enfant. Mais maintenant que nous avons vu avec les séries de sensibilisation, nous avons vu, même sans exciser la fille, elle peut faire enfant. L'heure est maintenant à la repentance. Cette fervente pratiquante de l'excision a fini par comprendre les dangers liés aux mutilations génitales. Damieo Chodja se confesse.
En faisant l'excision d'une fille, ça nous dépassait. Elle saigne, elle peut mourir en même temps et après, elle peut traîner une maladie toute sa vie. Nous-mêmes, avant d'exciser une fille, il faut aller charlanter, il faut aller voir les fétiches, il faut aller voir les divins pour que la fille sorte sainte et sauve. Mais si on nous dit de ne pas faire l'excision, ça peut nous épargner de tout ça. Nous ne faisons que dire merci. En Côte d'Ivoire, une étude de l'UNICEF a démontré que 38% des femmes âgées de 15 à 45 ans ont été victimes d'excision. Comment éradiquer ce phénomène dans nos sociétés? Les guides religieux, les chefs traditionnels, les ONG et le ministère de la Femme sensibilisent. L'excision, c'est une pratique ancienne. Bon, c'est rentré dans l'islam. Quand on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet-là, il a dit non, c'est irfad. Ça veut dire que c'est pour diminuer le plaisir de la femme. Il n'est pas ordonné de le faire. J'ai essayé de sensibiliser les autres pour que nous cessons de pratiquer l'excision. J'ai convoqué les 7 Kabylas qui sont à Meninia ici. Je les ai sensibilisés comme j'ai été sensibilisé, surtout sur l'excision. Et j'ai insisté, celui qu'on attrape dans l'excision dans mon village là ici, encore, il ira en prison et je ne vais jamais intervenir pour qui que ce soit. Même si ça est dans ma famille, beaucoup ont compris et la chose commence à disparaître, surtout l'excision. Dans la région du Folon, la sensibilisation continue et à possible, la communauté Peul, fortement représentée, cette communauté s'implique aussi dans la sensibilisation sur le terrain. Nous avons réuni ici, nous tous, les représentants de CEDEAO, les imams, ils nous ont expliqué exclusion et puis mariage précoce. Nous aussi, on a pris nos bâtons pour rentrer dans les familles Peul, dans les familles Menka, dans la ville, on les a informés. Chez nous, les Peuls, à l'âge de 14 ans, on donne les filles. Avant, ça peut se faire au plus de 20 mariages. Des enfants de 14, de 13 ans, si c'est trop, c'est 15 ans. Moi-même, j'ai mes filles, j'ai 4 filles. Depuis qu'on a dit ça, l'âge n'atteint pas 18 ans, je dis je ne donne pas. S'il est vrai que ces pratiques existent fortement dans plusieurs localités du nord de la Côte d'Ivoire, la sensibilisation, la répression pourront inverser les tendances. Nous avons pu déconstruire certaines informations, notamment comme quoi l'excision permet à la femme d'être fidèle à son mari. Ça, ce sont des préjugés que nous avons réussi à déconstruire. Au niveau de l'excision, il y a un grand changement. On a compris que si on ne laisse pas, cela va de notre mort. Les conséquences sont plus graves que ce qu'on gagne dans l'excision. Ceux-mêmes qui organisaient l'excision sont aujourd'hui sensibilisés. Ils sont là aujourd'hui. Et c'est eux-mêmes qui disent qu'on ne le fait pas. D'un commun accord, ça a été aboli. En tout cas, dans ce village, plus d'excision. Voilà un exemple concret. Toutes ces filles que vous avez vues là, elles ne sont pas excisées. L'excision est interdite en Côte d'Ivoire depuis 1998 et condamnée de 1 à 5 ans de prison ferme. Mais en cas de décès de la victime, la peine va de 5 à 20 ans de prison. Après le renforcement des capacités des leaders religieux, ils ont eux-mêmes en tant que leaders religieux interdit certains mariages d'enfants de moins de 18 ans. Ils ont même traduit certaines exciseuses devant les juridictions de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'excision se pratique maintenant en cachette, mais vu que les leaders religieux sont impliqués, l'information remonte rapidement. Ce qui se fait actuellement concernant l'excision, c'est maintenant interpays. Les exciseurs peuvent quitter le Burkina et venir en Côte d'Ivoire pour venir faire l'excision. Donc cette pratique-là, nous sommes en train de voir quelle stratégie mettre en place pour bloquer cela. Outre l'excision, les leaders communautaires, les ONG et toute la société civile dénoncent de plus en plus tout acte de violence basé sur le genre. À ce sujet, plusieurs actions sont en cours.
L'excision, un phénomène à bannir, un dossier d'Éric Goré à retrouver sur RTI 1. On se rend maintenant dans le Ourodougou avec une coopérative de producteurs de noix de cajou qui vient d'ouvrir une école primaire au ministère de l'Éducation nationale. Dotée de 3 salles de classe, l'infrastructure a coûté 16 millions de francs CFA aux producteurs, lesquels entendent dorénavant s'impliquer dans la mise en œuvre de la politique de l'école obligatoire. Le compte rendu de Soro Corona. L'école est gratuite pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans en Côte d'Ivoire depuis quelques années. La mise en œuvre de cette politique passe par la réalisation d'infrastructures scolaires. Plusieurs partenaires et autres structures mènent des actions sur le terrain pour accompagner l'État. À Boandougou, région du Béré, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou, CPNK, a réalisé une école de 3 salles de classe de plus de 16 millions de francs CFA. C'est vu l'appel, en tout cas du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et nous avons opté pour construire une école primaire publique pour aider l'État de Côte d'Ivoire, parce que l'État seul ne peut pas tout faire. La famille éducative salue l'initiative de cette société coopérative. Le geste qu'il vient de poser est un geste hautement social qui va nous aider à désengorger nos structures d'accueil. Le représentant du directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD exhorte les autres coopératives à suivre cet exemple. On a beaucoup de coopératives qui commencent à bien être structurées. Il faut aussi que ces coopératives commencent à poser des actes pareils. Élus et cadres se félicitent de cette action qui accompagne le développement local. Investir dans l'école, c'est investir vraiment dans des œuvres utiles. Donc on ne peut que féliciter M. Zaré pour cette action en faveur de l'éducation. Il faut que la relève soit assurée. Et donc quand on voit des coopératives, des acteurs économiques investir dans le domaine de l'éducation, il faut que le féliciter et encourager donc, toutes les entreprises à également emboîter le pas à la CNPK. La société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou a à son actif plusieurs actions sociales, à savoir réhabilitation d'écoles primaires, dont les talbans et kits scolaires. La CPNK a été désignée meilleure coopérative de la filière ANACAD du Côte d'Ivoire 2021. Les hommes de Dieu sont indispensables dans l'apaisement du climat social. À travers leurs prières, ils participent à maintenir la paix dans notre pays. Le ministre Amédée Kouakou était à la paroisse Sainte-Famille de Nazareth à Divo, une messe au cours de laquelle il leur a traduit sa reconnaissance pour leurs actions en faveur de la paix. Éric Goré. C'est une paroisse Sainte-Famille de Nazareth de Divo, bondée de monde et joyeuse, qui a accueilli Amédée Kouakou, député maire de la ville de Divo. D'obédience chrétienne, Amédée Kouakou n'est pas allé ce dimanche à l'église comme il en a l'habitude pour participer à une simple messe. Il est là pour manifester sa reconnaissance à Dieu pour la paix retrouvée à Divo et en particulier en Côte d'Ivoire en général, et mettre les hommes de Dieu à contribution. La parole du ministre est très importante. Il faudrait œuvrer à tous les niveaux. Ils font ce qu'ils peuvent faire, mais nous les orants, nous les prieurs, nous les prêtres et les hommes de Dieu, on fait notre part aussi. Ce dimanche 26 septembre représente pour le ministre des Infrastructures routières de Côte d'Ivoire un jour de sacrifice et de soumission. Ce que nous pouvons vous demander, c'est de continuer à prier pour notre pays, de continuer à prier pour le président et son épouse. Notre pays est en paix, on peut aller de l'avant. Le désordre n'a jamais permis à aucun pays au monde d'aller de l'avant. Une recommandation qui va rejaillir sur d'autres lieux de culte chrétiens ou musulmans dans les prochains jours, avec pour mot d'ordre de continuer à étendre leurs prières vers Dieu pour la paix, l'amour et la stabilité du pays. Les Allemands se sont rendus aux urnes ce dimanche pour désigner le successeur de la chancelière Angela Merkel. Et justement, le dimanche, magazine de ce 26 septembre était consacré à ces élections. L'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire était sur le plateau du journal de 13h. Avec Hamza Diaby, Ingo Herbert a évoqué la succession d'Angela Merkel. Voici un extrait de son passage. Depuis longtemps, depuis 2005, ce sont les premières élections où personne ne sait qui va gagner.
Et je crois la population, les gens partout, sont impatients, sont curieux de voir qui va remplacer la chancelière Merkel après 16 ans au pouvoir. Alors toute une génération a vécu aussi chez nous en Allemagne avec la chancelière Merkel comme chef du gouvernement. C'est vraiment un changement. Ça se constitue un changement parce que en Allemagne, en Europe, dans le monde entier, on est habitué à des façons de faire de la chancelière Merkel. C'est en cela qu'on dit que l'élection est ouverte parce qu'on ne sait pas véritablement qui va remplacer Angela Merkel. Oui, exactement. Et parce qu'on n'a pas un parti majoritaire et on a toujours des coalitions, plusieurs partis, plusieurs schémas. Et en plus, selon les sondages, encore un tiers de la population est indécis qui ils vont voter, pour qui ils vont voter. Et justement, en Allemagne, les résultats sont particulièrement serrés. Les estimations données il y a quelques heures, les sociodémocrates du SPD en tête avec 26% qui dévancent nettement la CDU-CSU, le parti d'Angela Merkel. C'est l'heure du 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde. C'est une sélection de Moussa Konaté, commentée par Abou Sanogo. Le gouvernement américain a commencé à expulser massivement vers leur pays d'origine des centaines de migrants, en majorité des Haïtiens qui s'étaient rassemblés dans un campement improvisé au Texas. Lundi, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a exhorté Joe Biden à travailler main dans la main avec le Mexique et les pays d'Amérique centrale pour contenir la migration autrement que par les arrestations et les expulsions de personnes. Le Soudan a annoncé mardi avoir fait échouer une tentative de coup d'État. Selon les autorités soudanaises, ce coup de force manqué aurait été mené par des partisans de l'ancien président Omar el-Béchir, chassé du pouvoir il y a 2 ans par une révolte populaire. Khartoum a affirmé avoir procédé à des arrestations. Le secrétaire général Antonio Guterres des Nations Unies condamne cette tentative de coup d'État. Patrice Talon et Thomas Boniyahi se sont rencontrés mercredi au palais de la Marina à Cotonou. Les 2 hommes en froid ne s'étaient pas vus depuis 2016. Lors de ce tête-à-tête qui a duré 1 heure, l'ex-chef de l'État a exposé à son successeur une série de propositions et de demandes, portant notamment sur la libération des détenus politiques. Une rencontre qualifiée d'historique pour la décrispation du climat politique dans le pays. La France n'a aucune inquiétude pour son industrie de défense, a assuré jeudi le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, après la perte d'un contrat géant d'achat de sous-marins auprès de l'Australie, qui a préféré un partenariat stratégique avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Le contrat perdu portait sur 12 sous-marins. Son annulation a créé de sérieuses turbulences dans sa relation avec les États-Unis. Le Conseil national de la transition, CNT, le Parlement provisoire, a été nommé vendredi par un décret du chef de l'État Mahamat Idriss Déby, composé de 93 membres, dont un tiers de femmes. On y retrouve des anciens parlementaires, des politico-militaires, des membres de la société civile. Dans un message, le président tchadien a remercié l'Assemblée nationale pour avoir assuré la continuité du travail parlementaire depuis le mois d'avril. Le colonel Théoneste Bagosera, présenté comme le cerveau du génocide des Tutsis au Rwanda, est décédé ce samedi dans une clinique de Bamako, selon l'administration pénitentiaire malienne. Âgé de 80 ans, il purgeait sa peine au Mali dans la prison de Koulikoro avec d'autres personnalités. Il avait été condamné à la perpétuité en 2008 par le tribunal pénal international pour le Rwanda, avant que sa peine ne soit réduite en 2011 à 35 ans de prison. Les Allemands se sont rendus dans les urnes ce dimanche pour renouveler les députés de la Chambre basse du Parlement. Après 16 ans au pouvoir, ces élections sonnent la fin du 4e et dernier mandat pour l'actuelle chancelière Angela Merkel. Plus de 60 millions d'électeurs ont jusqu'à 18 heures
pour élire leurs députés et environ 40% se disaient encore indécis à quelques jours de ce vote crucial pour la première économie européenne. Ainsi se referme cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite également une agréable soirée en compagnie des programmes de RTI 1. Demain, retrouvez Régis Kofi à 6h30 pour le premier point d'information de la semaine. Bonsoir et que la paix soit chez vous.